Je vais pouvoir commencer. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités, Sofiane et moi, pour pouvoir vous présenter Constance et tout ce qu'on fait autour du SNDS sur Constance. Donc, je m'appelle Marie Zins, je suis médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Paris. Et donc, je dirige une unité INSERM qui est mixte avec l'Université de Paris, l'Université de Paris-Saclay, l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et dans cette unité INSERM, eh bien, on s'occupe d'une très grosse cohorte qui est la cohorte Constance, qui est une infrastructure polyvalente pour la recherche biomédicale. Et c'est un projet qui a été financé par les investissements d'avenir. Alors, le contexte de Constance, c'est les contextes des data en santé que vous connaissez bien, qui sont de véritables enjeux stratégiques pour la recherche, pour l'innovation et pour la valorisation, et qui ne sont pas uniquement des enjeux stratégiques pour l'INSERM ou les EPST, mais ce sont de véritables enjeux au niveau de l'État. Et on a vu ces dernières années des États investir dans des très grandes cohortes, des cohortes de plusieurs centaines, milliers d'individus, comme par exemple l'Angleterre avec UK Biobank, 500 000 volontaires. Les États-Unis actuellement qui sont en train de développer un programme de cohorte de 1 million de personnes avec des budgets qui sont phénoménaux. Les États-Unis vont y mettre plusieurs milliards de dollars. Et puis il y a la France aussi, la France qui investit également dans les données de santé. Le HDH en est déjà une preuve, mais l'État français a également investi dans sa méga cohorte via les investissements d'avenir qui est la cohorte Constance. Alors Constance, ce n'est pas qu'une cohorte, c'est une infrastructure nationale de recherche qui est à la feuille de route du ministère de la Recherche de 2021-2025. Et l'ambition de cette infrastructure, c'est de servir de plateforme polyvalente de qualité au service de la recherche et de la santé publique. Cette plateforme, elle est constituée d'une cohorte, la cohorte Constance, d'un réseau d'expertise et d'une équipe qui va s'occuper d'accompagner les utilisateurs de cette cohorte. Alors, cette méga cohorte, c'est une cohorte généraliste. Elle doit permettre de travailler sur tous les problèmes de santé et tous les facteurs de risque de cet état de santé, avec bien évidemment, à condition qu'il y ait un nombre suffisant, et qui puisse, pour pouvoir contribuer comme ça à la recherche, au développement de la recherche biomédicale dans différents domaines, que ce soit les domaines de la surveillance, de la description de l'histoire des maladies, de l'étude des facteurs de risque des maladies, de la recherche des biomarqueurs, et voir aussi des effets indésirables à long terme des médicaments. J'ai parlé d'une équipe d'experts, elle est tout à fait fondamentale, comme l'ambition de Constance est d'être largement partagée auprès de la communauté. Dès le départ, on a mis en place Constance avec des experts, et comme maintenant tous ces experts quasiment ont accès à la cohorte, on les réunit dans ce qu'on appelle des clubs des utilisateurs. Et vous voyez sur la page gauche de cette diapositive, enfin sur la partie gauche de cette diapositive, tous les différents groupes d'utilisateurs qui se réunissent, on va dire, 1 à 2 fois par an autour des maladies génétiques, des maladies chroniques, santé des femmes, vieillissement, environnement, exposome, risque professionnel, inégalité sociale de santé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces experts permettent d'avoir des expertises dans différents domaines, biobanques, data scientists, des cliniciens, bien évidemment, épidémiologistes, des méthodologistes et des experts du SNDS. Et puis également, l'équipe Constance a aussi toutes ces expertises. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas des producteurs de données et qu'une donnée, une hypothèse. Il n'y a pas une donnée qui est recueillie pour Constance qui ne soit pas drivée par une hypothèse scientifique, et ça, c'est tout à fait important pour bien comprendre ce qu'on met en place. Alors, comment se met en place Constance? Constance, c'est une méga cohorte actuellement qui inclut environ 220 000 personnes, et dont un des objectifs, c'était que cet échantillon vise à la représentativité des personnes vivant en France et étant affiliées au régime général de sécurité sociale. Pourquoi le régime général de sécurité sociale? Parce que pour mettre en place Constance et pour suivre les volontaires, on va s'appuyer sur le réseau des centres d'examen de santé qui sont gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, vous voyez sur cette carte les centres qui ont été impliqués dans l'inclusion de Constance. Ils sont dans 21 départements et les volontaires éligibles sont les volontaires qui habitent dans ces départements, âgés de 18 à 69 ans au moment de l'invitation. Et donc, ces volontaires sont tirés au sort dans les grandes bases nationales qui sont gérées par l'assurance retraite, où il y a toutes les personnes vivant en France qui sont affiliées au régime général.
Donc, comment se passe l'inclusion? Les volontaires sont tirés au sort et ils s'inscrivent, s'ils veulent participer, dans l'examen de santé de leur département, dans le centre d'examen de santé de leur département. Là, ils ont un bilan de santé très complet. On leur prend, on les mesure, on les pèse, on regarde la vision, l'audition, on leur fait des spirométries pour avoir les capacités respiratoires. Ils remplissent de très nombreux questionnaires et puis ils ont également un bilan sanguin. Hop, je vais aller plus vite. Et ce qui est important, c'est que dans ces centres d'examen de santé, eh bien, toutes les données sont monitorées. Il y a des visites sur site avec des attachés de recherche épidémiologique, qui sont à peu près l'équivalent des attachés de recherche clinique pour la recherche clinique. Et on doit être capable à tout moment, pour un examen donné, par exemple une spirométrie, qui est un examen où on souffle pour avoir les capacités pulmonaires, eh bien, on doit être capable de dire que pour un volontaire, ce volontaire-là qui a été examiné en 2019, je veux savoir sur quel type de spiromètre il a fait son examen et quelle est l'infirmière qui lui a fait passer cet examen. Et si cette infirmière, elle a été formée, etc., etc. Donc, il y a un très gros travail sur la qualité des données recueillies dans ces centres, de façon à ce que si on passe un examen à Marseille, à Lyon ou, je ne sais pas, à Pau, eh bien, on soit mesuré de la même façon, on soit pesé de la même façon, etc., etc. Donc ça, c'est pour l'inclusion. Une fois que les personnes sont incluses, eh bien, comme c'est une cohorte, on les suit. Donc le suivi, il est annuel via des questionnaires par papier ou Internet. Les volontaires, s'ils choisissent d'être sur Internet, après ça, on leur demande de rester sur Internet. Actuellement, il y a à peu près un peu moins de la moitié qui préfèrent Internet, tous les autres préfèrent le papier. Et dans le suivi annuel, il y a également un appariement avec les données du SNIRAM SNDS. Donc, c'est-à-dire que pour tous les volontaires, quelle que soit l'année d'inclusion, eh bien, on a leurs données du SNDS depuis 2007 et chaque année, on enrichit la base de données avec un nouvel appariement qu'effectue la CNAM pour Constance. Et puis, on a un appari également avec une autre base, qui est la base administrative qui est gérée par l'assurance retraite, qui gère une énorme base qui permet au moment de la retraite de calculer les pensions de retraite. Et donc, dans cette base, il y a toutes les trajectoires sociales et professionnelles des personnes. Alors, ça veut dire qu'on a tous leurs épisodes de carrière, les épisodes de chômage, les arrêts, etc. On a également leur PCS, on a également leur salaire. Alors, si pour l'assurance vieillesse, on a toutes les données des individus à partir du premier travail. Et puis, tous les 4 ans, on réinvite les volontaires pour un nouveau bilan de santé. Et puis, on profite qu'il y ait une prise de sang et un examen d'urine pour mettre en place une biobanque. Et la biobanque, on la met en place sur 80 000 personnes. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on essayait d'avoir un échantillon représentatif de la population française, comme vous le savez, il y a forcément des effets de volontariat qui font que la cohorte brute n'est pas tout à fait représentative de la population éligible. Donc, pour ce faire, et comme on sait que les facteurs de participation, ce sont à la fois des facteurs sociaux et des facteurs médicaux, c'est-à-dire qu'on participe ou on ne participe pas à une étude de santé selon notre état de santé ou selon notre catégorie sociale, on a mis en place une cohorte de référence de 400 000 personnes et cette cohorte de référence, elle est suivie également de la même façon que les volontaires au travers des bases du système national de l'aide de santé et à travers les bases de l'assurance retraite. C'est-à-dire que qu'on soit volontaire ou pas volontaire, on pourra étudier les facteurs de participation en faisant des comparaisons entre la cohorte de référence et la cohorte de volontaires, et comme ça, on pourra redresser la cohorte. Donc, à partir de toutes ces sources de données, on recueille énormément d'informations sur les volontaires et le volontaire au milieu de son environnement. On recueille des données sur la santé, donc au travers des examens de santé, comme je vous l'ai dit, des ECG, des pressions artérielles, la taille, le poids, etc., des informations au travers des questionnaires sur les antécédents médicaux, sur les antécédents. Et puis, on recueille également des informations très spécifiques sur les fonctions cognitives et sur des tests physiques, des vitesses de marche, des tests d'équilibre pour toutes les personnes de 45 ans et plus, et ce qui fait de Constance une des cohortes qui a le plus d'informations
sur les fonctions cognitives par rapport à toutes les autres cohortes internationales qu'on connaît et qui va nous permettre de travailler sur le vieillissement et sur le déclin des fonctions cognitives, puisque ces examens ils vont être répétés au fur et à mesure des retours des volontaires dans les centres. On recueille également de nombreuses données sur les déterminants de la santé, des données extrêmement assez banales finalement, sur la consommation d'alcool, de tabac, sur les comportements alimentaires, sur l'activité physique, et puis des données beaucoup plus spécifiques autour, par exemple, de l'environnement professionnel. Et pour chaque volontaire, on leur demande de remplir un calendrier professionnel, c'est-à-dire qu'on a tous leurs épisodes de carrière. Et ces épisodes, eh bien, on les code à la main dans certaines nomenclatures qui nous permettent ensuite d'aller chercher dans des grandes bases de données pour un type de travail donné dans un secteur d'activité donné à une période donnée qui vont nous donner des possibles expositions professionnelles à des nuisances. Actuellement, on a codé à peu près 700 000 épisodes de carrière. Et puis, on a des données assez spécifiques également sur l'environnement et l'exposome, sur la pollution atmosphérique, par exemple, parce qu'on recueille pour les volontaires toutes les données sur leur adresse postale. Et ces données, ces adresses sont géocodées au fur et à mesure, et donc ça permet d'apparier avec des cartes de pollution, alors que ce soit de la pollution atmosphérique, que ce soit des pollutions à l'eau, que ce soit des espaces verts, que ce soit, etc. Et on a recueilli également un historique résidentiel, c'est-à-dire on recueille toutes les différentes adresses des volontaires depuis qu'ils sont nés, pour à peu près 80 000 volontaires. Donc des données très, très précises sur l'environnement. Et puis à tout ça, s'ajoutent naturellement les données des bases administratives et les données de la biobanque. Donc je vous rappelle, on est en train de mettre en place une biobanque sur 80 000 personnes et on a eu les financements pour pouvoir génotyper tous les volontaires de la biobanque. Et donc toutes ces données vont être mises à disposition des scientifiques qui vont vouloir travailler sur la cohorte. Alors, quelle est la population au sein de Constance et est-ce qu'on arrivait à avoir une population diversifiée? Bien évidemment, un de nos soucis quand on a mis en place Constance, c'était qu'il y a une très très large participation de femmes et puis qu'on n'ait pas beaucoup de jeunes et qu'on ait surtout des personnes aussi qui aient des niveaux d'études à Bac+4. Et donc, comme vous pouvez le voir, on n'a pas tout à fait ça. On a 54% des volontaires qui sont des femmes. On est arrivé à avoir pas mal de jeunes, puisqu'on a 13%, donc 13% de 200 000, ça fait pas mal de jeunes de 18 à 29 ans. Et puis après ça, une répartition à peu près égale de 30, 39, 40, 49, 50, 59 et 60 ans et plus. Et puis, sur le niveau d'études, vous pouvez voir sur cette diapo qu'on a 25%, un peu plus de 25% des volontaires qui sont sans diplôme ou qui ont juste inférieur au bac. Alors, quels sont les atouts de Constance qui font que Constance est une cohorte vraiment appréciée par les scientifiques? Donc, le premier, c'est l'anticipation et notamment la capacité d'anticipation qu'on a eue avec le chaînage du SNDS, puisqu'on est une des premières équipes qui avons pu travailler sur le SNDS avec un chaînage de notre cohorte depuis 2010. Et puis, donc ça, Sofiane Cab va pouvoir vous présenter ce qu'on a fait sur le SNDS dans la présentation suivante. On a également d'autres capacités. Tout d'abord, le recueil complémentaire, c'est-à-dire que si vous voulez faire une recherche dans Constance et que vous voyez qu'il manque des données pour répondre à vos questions de recherche en regardant dans le catalogue, eh bien, nous offrons aux chercheurs la possibilité d'avoir accès aux volontaires pour qu'ils puissent recueillir des données complémentaires pour répondre à leurs questions de recherche. Nous offrons également un accompagnement personnalisé. Cette cohorte, elle est compliquée, les fichiers sont énormes, il y a des problèmes de réglementation et nous accompagnons les chercheurs pour qu'ils, dans leur démarche, dans leur choix des variables et dans la réalisation de leurs études. Et puis nous faisons, et donc pour la réactivité, je crois que ces grosses cohortes comme ça ont une réputation d'être très lourdes à manipuler. On peut pas, il y a une réactivité pas terrible aux questions de recherche, et donc on vous a montré le contraire, notamment par cet exemple de ce qu'on a mis en place, la mobilisation de Constance durant la pandémie. Je vous rappelle, le premier confinement le 15 mars 2020, et dès le 12 avril, avec d'autres cohortes, d'autres grandes cohortes en population, comme E3N, E4N, et comme Nutrinet Santé et les cohortes de naissance, ELF et Épipage, nous avons développé le programme SAPRIS-0 et nous avons été capables, dès le 12 avril,
d'envoyer à tous les volontaires qui répondaient sur Internet un questionnaire. Et depuis le 12 avril dans Constance, nous avons posé déjà plus de 5 questionnaires et puis nous avons pu recueillir du sang pour environ 50 000 volontaires. Dès le 24 juin, on a pu faire une enquête par téléphone des volontaires âgés de 65 ans et plus. 3 500 volontaires ont été inclus. Et puis, en janvier 2022, on va développer une enquête ancillaire au programme CEPRIS-0 sur le Covid long avec des recueils de prise de sang pour faire des analyses, notamment génétiques et immunologiques. Et actuellement, on a déjà publié plus de 10 papiers sur la pandémie. Donc, Constance, comme je l'ai dit, est une infrastructure avec un objectif de partage de données, mais ce n'est pas open bar, on va le dire comme ça. Pour pouvoir avoir accès aux données de Constance, il faut déposer un projet de recherche qui sera évalué par un conseil scientifique international qui évalue les projets au fil de l'eau, avec quand même des possibilités d'évaluation en urgence quand il le faut. Il y a un comité de pilotage institutionnel qui donne un accord, qui valide les demandes d'accès aux données, une fois que le conseil scientifique a dit que c'est bon. Et ce comité de pilotage, il est constitué de l'Université de Paris-Saclay, de l'INSERM, de l'Université de Paris, de l'UVSQ, de la CNAM et de la CNAV. Et donc, il y a une charte et le comité de pilotage vérifie si la charte est bien respectée dans les différents projets de recherche. Et puis, s'il y a un problème, on peut avoir accès au comité d'éthique de l'INSERM. Alors, l'ouverture où nous en sommes, actuellement, nous avons plus de 100 collaborations françaises et internationales au travers de Constance, et avec environ 139 publications qui sont actuellement publiées. On a beaucoup de publications qui sont soumises. Nous sommes très insérés dans la recherche française et notamment également au niveau de la recherche clinique. Nous sommes dans 3 RHU, donc recherche hospitalo-universitaire, un IHU, c'est-à-dire un institut hospitalo-universitaire qui est l'Institut ICANN. Nous avons des partenariats institutionnels, vous pouvez voir via les logos, c'est-à-dire que par exemple, le ministère de la Santé, au travers de la DGS, nous demande de développer des programmes actuellement sur l'hypertension artérielle. Santé publique France, on travaille sur différents programmes avec eux. La MILDECA autour de tout ce qui est addiction et travail. Et puis, nous sommes dans des consortiums européens et nous sommes également dans des grands consortiums internationaux, notamment un consortium américain qui rassemble toutes les cohortes internationales de plus de 100 000 volontaires. Nous avons également des partenariats industriels, donc qui sont ici, L'Oréal, MSD, AstraZeneca et Lundbeck. Et c'est INSERM Transfer, la filiale de l'INSERM, qui est mandataire unique pour la valorisation industrielle de Constance. C'est-à-dire que nous-mêmes, chercheurs, n'avons pas accès directement aux partenaires privés, mais c'est INSERM Transfer qui s'occupe de ça et qui s'occupe des conventions avec l'INSERM pour l'accès à Constance et partenaires privés. Voilà, donc en conclusion, une très grande infrastructure avec 220 000 volontaires, les données de 220 000 volontaires, une cohorte de référence de 400 000 personnes, avec énormément de données, actuellement 55 000 personnes dans la biobanque, et tout ça géré dans une base de données de plusieurs téraoctets, rangé et géré selon les principes FAIR, et avec un catalogue des données, une documentation et des données nettoyées. Et pour finir, comme vous le savez, il y a un très gros enjeu de sécurité sur les données de santé. Et en tout ce qui concerne la base du SNDS, nous travaillons avec le CASD, qui est le Centre d'accès sécurisé des données, qui est une structure publique à but non lucratif. Et vous pouvez aller sur le site casd.eu si vous voulez avoir plus d'informations. Ils offrent un service de bulle sécurisée hébergé en France qui assure une sécurité de bout en bout, d'un boîtier physique client jusqu'au serveur de calcul, avec des serveurs qui sont paramétrables en termes de puissance, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'intelligence artificielle. Et c'est très important parce qu'ils ont des certifications, ils sont homologués, et ça, c'est très rassurant pour les volontaires. Il y a une association des volontaires de Constance qui regarde de très près les problèmes de sécurité et auxquels on a présenté le CASD. Donc, ils sont certifiés ISO 27001, enfin beaucoup de certifications pour le management de la sécurité sur la protection RGPD des données. Ils sont hébergeurs de données de santé et ils sont homologués au référentiel de sécurité des données de santé. Et puis, ils ont également l'expérience de travailler avec des chercheurs puisqu'ils gèrent actuellement plus de 80 bases de données en santé.
Voilà, donc je suis disponible si vous avez des questions avant de passer la parole à Sofiane. Excusez-moi, est-ce qu'on peut en profiter pour poser quelques questions ou pas, Oui, oui, allez-y, directement? allez-y, allez-y, bien sûr. Ah, super. Alors, vous parliez de la représentativité de la base Constance. Justement, je voulais savoir, il y a à peu près combien de refus quand on envoie des demandes de participation à Constance, en gros en pourcentage. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce d'ajustement avec une base référence de 400 000 personnes. En gros, rapidement, la méthodologie pour essayer de rendre cette base plus représentative, qu'est-ce que c'est, quoi? Alors, donc, votre question, c'est à l'inclusion. Quel est le pourcentage de personnes qui acceptent de C'est rentrer ça. dans Constance? Il est faible, il est de 7%. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette cohorte. Alors, cette cohorte de référence est une cohorte qui est complètement représentative de la population éligible à Constance. D'accord? Et cette cohorte de référence, on la suit, comme les volontaires de Constance, dans une base de données de santé qui est la base du SNDS, le SNIRAM, donc pour laquelle on a toutes les hospitalisations, les consommations de soins, les ALD, etc. Et puis, on a toutes les données sociales issues de l'assurance vieillesse. Pourquoi c'est important? Parce que parmi les facteurs de participation à des études de santé, on sait très bien qu'il y a la catégorie sociale et il y a l'état de santé des gens. Et donc, on va pouvoir comparer, pouvoir faire des modèles de prédiction de participation avec ces deux bases. D'accord? En travaillant sur ces bases, on va faire des modèles de prédiction de la participation et on va pouvoir pondérer, par l'inverse de la probabilité de participer, la cohorte de participants. Et cette méthodologie a été présentée à la statistique publique, à l'INSEE, et on a reçu un label de qualité statistique, et en disant qu'on a vraiment, voilà, on a fait du maximum de ce qu'on pouvait faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les enquêtes, quand on demande aux gens de se déplacer, la participation, tout ce qu'on a vu dans la littérature, tout ce qu'on a vu en France, la participation est toujours inférieure à 10%. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Complètement, si. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Je me permets également de poser une question concernant l'accès pour le partage des données de Constance à Paris et SNDS. Est-ce que c'est disponible pour tout chercheur ou alors, si les chercheurs, alors comme je l'ai dit, c'est impossible que ce soit en open access, on est d'accord, pour des problèmes de réglementation. Donc, c'est déjà ça. Donc, pour pouvoir avoir accès à Constance, il faut déposer un projet. Et c'est important de déposer un projet parce qu'il doit être évalué, parce que déjà, Constance ne peut pas répondre à toutes les questions de recherche, on est bien d'accord? Donc, il faut déposer un projet de recherche, il va être évalué, la faisabilité par l'équipe et par un conseil scientifique international. Et donc, si le conseil scientifique dit OK, à ce moment-là, il faudra également avoir les autorisations réglementaires. Parce que nous avons l'autorisation pour Constance, de gérer Constance, mais on n'a pas l'autorisation de transférer les données, de mettre à disposition les données. Donc, il faut aussi s'assurer qu'on a les autorisations réglementaires, et pour avoir accès à Constance de cette façon, il suffit de déposer, de voir si tout correspond à une MR 004, une méthodologie de référence. Et puis, si vous voulez avoir accès aux données de Constance à Paris et au SNDS, il faut également faire un contrat avec le CASD, qui est un contrat de prestation de mise à disposition des données. Ok, très bien. Vous avez une idée à peu près du temps que ça peut demander ou pas du tout? Alors, non. Alors, comme je vous l'ai dit, le comité scientifique, ça va assez vite parce que maintenant, on travaille au fil de l'eau. Donc, en 2 mois, vous avez une réponse. Mais, et pour le CASD, ça va très vite. Du moment, le seul problème, c'est d'avoir la méthodologie de référence, c'est-à-dire que le DPO de votre établissement d'appartenance fasse l'analyse de votre dossier et accepte de le mettre en méthodologie de référence. Et c'est souvent ça qui est le plus long. Ça marche. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'était juste une question par rapport à la possibilité que pour un projet de recherche, une personne puisse éventuellement dire qu'elle ne souhaite pas que ces données soient utilisées. Donc, ce qui est prévu dans le RGPD maintenant, qui est peut-être parfois un peu compliqué. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Absolument. Donc, on est très en contact avec nos volontaires.
par différents canaux. Donc, le premier, c'est qu'on envoie un journal tous les ans aux volontaires et de façon nominative, puisque c'est à leur adresse et c'est personnel. Et dans ce journal, on explique tous les différents types d'études qui se font à partir de leurs données et ils peuvent s'y opposer. Donc ça, c'est une façon de faire. Tous les projets de recherche de Constance sont sur le site de Constance, donc ils peuvent aussi y avoir accédé comme ça. Et puis, il y a un numéro vert, donc les volontaires l'utilisent, maintenant ils le connaissent bien, ils l'utilisent souvent, et ils nous contactent également par mail. Et donc, chemin faisant, les volontaires ont de plus en plus l'habitude d'utiliser ces canaux d'information. Et voilà, donc on a quelques refus. Donc, on a eu quelques refus pour certains, par exemple, quand on a fait notre partenariat avec L'Oréal, mais quand je dis quelques, c'est une vingtaine, hein, c'est pas beaucoup. Et puis, selon les projets académiques, on n'a jamais eu de refus. On a aussi des refus pour un projet qui était fait par la Fondation MGEN, quelques-uns, qui étaient des profs qui ne voulaient pas que la Fondation MGEN puisse avoir accès à leurs données. Mais on est bien d'accord que de toute façon, les données, ils n'y ont pas accès. Les données, elles sont confidentielles. Pour chaque type de projet, un numéro particulier, etc. etc. Donc tout ça, c'est très, on fait très attention à ça. Mais vous avez raison, les volontaires ont le droit, enfin, on leur donne l'opportunité d'avoir un droit d'opposition avec cette information nominative qui arrive chez eux via le journal. Super, merci beaucoup. Bonjour, Valérie Ferron de l'ORS Île-de-France. J'aurais voulu savoir si jamais on voulait travailler que sur Paris, par exemple. Est-ce qu'il y a une représentativité qui est possible au niveau local, enfin... Alors, pas pour toutes les villes, mais pour Paris, oui. Paris étant un département, donc on gère très très bien tout ce qui est le tirage au sort et comment ça a été fait. Et donc, on est capable pour Paris, effectivement, de repondérer et d'avoir des estimations de prévalence. D'autant plus qu'on a beaucoup de personnes dans Paris. Alors, Sofiane va peut-être me contredire, mais je crois qu'on a plus de 30 000 personnes sur Paris. Donc, on a déjà... Ah, pardon, c'est ça. Et donc, on a déjà regardé des états de santé ou de la distribution de facteurs de risque en fonction des arrondissements et on voit des choses déjà très, très intéressantes. Donc, c'est possible. Merci. Bah, du coup, oui, on montera peut-être un projet. Avec plaisir. J'ai une seconde question, excusez-moi. Est-ce que si vous sommez quelque part les impacts facteurs ou le H-index global de Constance, est-ce que vous avez tenté ce genre de choses pour savoir, voyez-vous, une espèce d'impact d'audience dans le monde académique? Est-ce que ça vous a tenté? Non, vous savez, l'impact, on l'a via les projets qui sont déposés sur Constance. Je vous ai dit je pense qu'on doit être à 114 projets acceptés. On a dû déjà en recevoir au moins 130 pour une cohorte qui vient tout juste de finir son inclusion. Donc cet impact, on l'a là. L'autre impact, c'est les invitations qu'on a à participer à des consortiums, que ce soit des consortiums européens. Vous avez vu, nous sommes dans beaucoup de consortiums européens et là encore, on nous demande pour des nouveaux projets H2020 de participer. On vient d'être contacté par une équipe australienne pour pouvoir participer à un consortium travaillant sur l'activité physique. Donc, en fait, si vous voulez, on a une très bonne audience et on est un tout petit peu débordé actuellement par le nombre d'équipes qui voudraient avoir accès à Constance. Et là où on est assez content, c'est qu'on ne s'attendait pas à ce que Constance est une cohorte en population, mais on a pas mal d'équipes de recherche clinique qui veulent travailler avec Constance parce que pour certains projets, par exemple, de clinique, on a besoin de données de prévalence, on a besoin également de faire des études de facteurs de risque et on a besoin aussi de cohortes de témoins parce que quand on travaille sur une cohorte de malades, eh bien, on aime bien avoir des cohortes de témoins pour savoir comment, ou des cohortes en population pour savoir comment, pour pouvoir analyser certains facteurs. Donc, alors, en ce qui concerne les impacts facteurs, on voit que les publications de Constance c'est vraiment exponentiel actuellement. Donc, quand on regarde sur ces 3-4 dernières années, parce qu'encore une fois, Constance, on a commencé à mettre en place en 2012, on a inclus très peu de personnes en 2012 et on a fini l'inclusion en 2020 à peu près. Donc, si vous voulez, une cohorte, elle vraiment prend de l'intérêt scientifique au fur et à mesure qu'elle vieillit. Et donc, je pense que c'est qu'un début. Donc, on a de plus en plus
de publications et avec de plus en plus de journaux à haut impact facteur. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour poser une deuxième question aussi. Du coup, si j'ai bien compris, on est d'accord qu'il y a 220 000 volontaires dont les données sont appariées avec le SNDS et une base de l'assurance vieillesse. Oui, c'est ça. Alors, ils ne sont pas encore tous appariés parce que vous avez compris, donc à peu près. Sofiane va vous présenter un petit peu combien il y en a qui sont appariés. Can you guys do this in English? Il y en a 170 000 qui sont appariés parce que les données du SNDS, elles sont valables avec un an de retard. Enfin, peu importe. Oui, ils sont appariés avec les données du SNDS et avec les données de l'assurance vieillesse, à condition que dans le consentement, les volontaires aient accepté cet appariement. On est d'accord. Il y a un consentement à l'inclusion. Il y a un consentement spécial pour cet appariement. Il y a un consentement spécial pour les bases administratives. On va dire qu'il y a 95% des volontaires qui acceptent que leurs données soient appariées avec ces bases. Donc, il y a un consentement avec une ligne sur le SNIRAM. On décrit ce que c'est et il y a un consentement spécifique pour l'assurance vieillesse. Et tout ça, c'est accompagné par une notice d'information qui explique de façon le plus précisément possible pour que les gens puissent comprendre ces appariements et ce qu'on va faire de leurs données. Okay. Et ça, tout est accessible sur le site de Constance, si vous voulez en savoir plus. Ah, ok. Oh, parce que je n'avais pas trouvé. Ok, très bien. Et on sait un petit peu sur le suivi, s'il y a des perdus de vue ou si c'est plutôt bien… Alors, au dernier recensement, on doit avoir à peu près 400 perdus de vue. Alors, pour nous, les perdus de vue, ce sont des gens qui nous ont écrit, qui nous disent « je ne veux plus participer à Constance et vous détruisez nos données ». Donc, il y a environ 380 personnes qui nous ont demandé ça. Mais autrement, il y a des personnes qui nous disent « j'en ai marre de répondre à vos questionnaires, arrêtez de m'embêter ». Et donc, ces personnes-là, ils continuent d'accepter qu'on les suive par les bases administratives. Alors, ce n'est pas vraiment des perdus de vue, parce qu'on a eu un très gros bilan à l'inclusion et on peut continuer à les suivre dans une base de données sociales et dans une base de données, dans les bases de données de l'assurance maladie. Donc ça, on ne les considère pas comme des perdus de vue. Mais par exemple, pour les bilans de santé et tout ça à répétition, on ne sait pas combien il y en a qui le font à chaque fois. On commence. Alors, bien évidemment, on commence. Ce qui est extrêmement ennuyeux, c'est qu'il y a eu la pandémie entre-temps. Les centres, ils ont fermé, tout ça. Ouais, alors, avant la pandémie, on avait une participation autour de 40%. C'est un tout petit peu plus faible. On s'attendait à une participation de 50%. Mais si vous voulez, on était au début. On allait faire plus de com là-dessus. Et puis, la pandémie est arrivée. Elle nous est tombée dessus, les centres ont fermé. Donc, ce sont les centres de l'assurance maladie qui ont été impliqués dans la vaccination, dans le Covid tracking. Et donc, ils ont baissé le nombre de volontaires qui ont pu être vus. Donc, voilà, en 2020-2021, on a pu revoir en retour de 30 000 volontaires. On aurait dû en revoir beaucoup plus. Donc, actuellement, on a les données on a 50 000 volontaires qui ont eu au moins 2 bilans de santé. Ok, super, merci beaucoup. Bonjour. Et la représentativité au niveau régional, en dehors de Paris, c'est différent? C'est un peu plus compliqué parce que dans Paris, c'est un département. Et donc, voilà. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de personnes, parce que donc, dans les endroits où on a beaucoup de volontaires et on a une bonne variabilité, voilà, on a des volontaires un petit peu dans toutes les différentes strates, on veut bien repondérer, mais on le fait avec beaucoup de prudence. D'accord, merci. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que c'est au tour de Sofiane de reprendre la main? Donc, avant tout, merci de m'avoir invité. Donc, je suis également épidémiologiste et je travaille au sein de la cohorte Constance et je suis co-responsable des work packages traitement de données, data innovation et méthode d'accompagnement scientifique. Donc, le but, c'est de vous présenter un peu plus en détail le chaînage de la cohorte Constance au SNDS et quelques exemples de procédures et de travaux mis en place. Donc, comme ça a été largement présenté par Marie, donc nous avons la chance d'avoir le chaînage au SNDS. Donc actuellement, nous avons l'ensemble des données qui puissent être disponibles, comme le SNIRAM, le PMSI et les causes médicales de décès. Et par ailleurs, toutes ces données sont chaînées à l'ensemble des autres données qui sont collectées au niveau de la cohorte Constance,
Donc, le chaînage se fait via le NIR. NIR, évidemment, que nous n'avons pas en base, mais qui est chez un tiers de confiance. Donc, nous, au niveau de la cohorte, comme pour les autres données, on a un numéro anonyme qu'on ne peut pas tracer. Donc, c'est une réelle aubaine de pouvoir être chaîné au SNDS. Pour rappel, cette base est exhaustive. Elle contient la quasi-totalité de la population avec des données individualisées objectives. On peut avoir la quasi-totalité ou la totalité du parcours de soins. Et par ailleurs, le chaînage aux autres données permet de traiter un certain nombre de limites, notamment les limites inhérentes au SNDS, comme le fait qu'il y ait très peu de variables d'ajustement. Donc, au niveau de on peut, avec le chaînage, avoir plein d'autres données, notamment tout ce qui est tabagisme, IMC, revenus, mais également toutes les autres variables collectées au sein de la cohorte. Pour avoir un ordre d'idée, on collecte au total via les différentes sources autres que le SNDS plus de 2000 variables. Et nous disposons également des résultats de certains examens biologiques réalisés au niveau des centres d'examen de santé à l'inclusion et durant les visites de suivi, donc tous les 3 à 5 ans. Actuellement, nous avons en termes d'amplitude les données SNDS entre 2007 et 2020 pour l'ensemble des personnes avec le chaînage. Donc, pour le nombre, actuellement, il y a 172 000 volontaires avec le chaînage SNDS. Et, donc, nous espérons d'ici 1 ou 2 ans récupérer environ 10 à 20 000 personnes de plus, ce qui portera à peu près le taux de chaînage de la cohorte entre 88 et 90%. Pour 95% de consentement initial pour les données SNDS. Et comme indiqué dans la précédente présentation, nous disposons des données SNDS et CNAV pour une cohorte témoin du double de l'effectif, qui permet non seulement de, par exemple, avoir des scores de pondération pour redresser des prévalences, mais également, dans notre cas, par exemple, pour un certain nombre de pathologies telles que le diabète, l'hypertension, le cancer, on a bien vu que, in fine, les participants constants avaient un parcours de soins similaire à ceux de la cohorte témoin. Donc, en termes de variables, nous recevons environ 3 à 4 000 variables SNDS, donc ce qui fait à peu près 100 tables par année de soins. Donc, la base actuelle contient un peu plus de 1400 tables. Donc, c'est une base de données qui est plutôt complexe à prendre en main, notamment du fait que le format n'est pas adapté aux études de santé publique que nous réalisons. Et également, il faut quand même prendre en compte la qualité. Donc, prendre en compte la qualité en termes de vérification des données reçues par la CNAM. Donc, je vous présenterai brièvement l'application de recettage qui a été mise en place pour cette partie. Il faut également prendre en compte les différentes évolutions de codage et de réglementation. Donc, pour cela, il y a une importante documentation qui a été mise en place depuis quasiment donc, le début du SNDS dans la cohorte. Ça fait bientôt 10 ans. Et enfin, pour avoir un format un peu plus adapté aux études d'épidémio, de pharmacoépide ou de pharmacoéconomie, on a mis en place un SNDS d'utilisation simplifiée. Donc, concernant l'application de recettage, donc l'objectif de cette application est de valider l'extraction livrée par la CNAM et une fois que l'extraction est validée, d'intégrer les données reçues toujours via l'application. Donc, dans la convention, on dispose, une fois que nous avons reçu l'extraction de la CNAM, de 3 mois pour faire la validation. Donc, la première validation qui s'effectue au sein de cette application, c'est de regarder par rapport à l'exhaustivité et à la cohérence des tables fournies. Notamment, on vérifie bien que l'ensemble des données demandées ont été fournies. On vérifie bien qu'il y a bien les bons nombres de variables, qu'il y a bien les bons types de variables. C'est-à-dire, pour un nom, il y a bel et bien le bon format et la bonne longueur. Et indépendamment de cette application, il y a un certain nombre de programmes SQL qui visent à vérifier, par exemple, le contenu des données. Donc, l'outil qui a été mis en place est une application interne développée pour vérifier les formats et ensuite les intégrer. Le prérequis, c'est d'avoir un format de données sous format CSV. C'est ce qui est fourni par la CNAM actuellement à Constance. Et la base de données résultante est sous format MySQL.
Et une fois que les données sont intégrées, il y a des procédures SQL qui visent à vérifier que le contenu des données post-intégration est conforme. Donc, parmi les vérifications, on regarde bien que l'ensemble des années de soins demandées a été livré, que l'ensemble on décrit également, par exemple, les natures de prestations et d'autres variables. Il y a aussi une construction de base SQL en mettant des liens entre les tables. C'est ce qu'on appelle un modèle relationnel. Donc, on part d'une table mère qui est la table individu. Et à partir de là, il y a un modèle relationnel et des liens pour toutes les autres tables. Et un peu, par exemple, pour répondre à la question posée précédemment par rapport à la suppression de données. Si, par exemple, un individu, à un moment donné, décide qu'il ne souhaite plus que nous ayons cette donnée SNDS, donc à partir de la table individu, on pourra supprimer en cascade l'ensemble des données SNDS de cet individu dans le modèle relationnel. Et aussi, on profite de la construction du modèle relationnel pour mettre également les tables en année de soins, donc pour les rendre un peu plus accessibles pour la manipulation. Et enfin, étant donné que là, on est au CASD, donc il y a dans le cadre d'une convention une industrialisation de l'application qui est en cours. Donc la nouvelle application va contenir donc les premières étapes de vérification et d'intégration de la précédente application, plus la première étape de vérification globale des contenus comme la nature de prestation. Il y a le CSD est en train d'étudier la possibilité justement de pouvoir mettre à disposition cette application pour d'autres projets qui demandent des données SNDS indépendamment de Constance, donc via les bulles du CSD. Donc à partir donc de là, on a un overview sur la partie recettage et intégration de données. Pour ce qui concerne la documentation SNDS, donc on peut scinder la documentation de Constance en 3 grandes parties. Donc il y a une documentation interactive via le logiciel SPIP sur l'intranet de la cohorte. Donc cette documentation est à destination de l'équipe SNDS de la cohorte. On met également au point un certain nombre de fiches thématiques que je présenterai rapidement dans une diapo. Et enfin, à chaque fois qu'un projet demande des données SNDS, donc lorsque l'extraction SNDS du projet est fournie, il y a une documentation autour qui décrit les variables fournies, qu'elles soient des variables calculées par l'équipe ou non calculées. Donc là, c'est une capture d'écran du logiciel SPIP. Donc, qui a été mis en place depuis à peu près 8 ans. L'idée, c'était vraiment de centraliser un maximum les informations disponibles, notamment pour retracer les évolutions de codage des différentes variables et des différentes tables. On peut faire une recherche interactive, soit par mots-clés, mais on peut également faire une recherche par thématique. Et également, dans cette documentation, on sauvegarde l'ensemble des docs qu'on récupère, notamment via le portail de la CNAM ou sur le portail de l'ATSI pour le PMSI. Et on l'alimente également des différentes fiches thématiques produites par l'équipe. Donc, pour finir sur la doc et les fiches thématiques, donc l'objectif, c'est d'avoir des fiches thématiques sur des thématiques liées au projet de recherche récurrent dans Constance. Donc, pour chaque thématique, il y a systématiquement 2 fiches. Une fiche détaillée pour les membres de l'équipe SNDS de l'équipe et une fiche synthétique à destination des chercheurs. Parmi les fiches thématiques, il y a beaucoup de fiches relatives à la santé au travail, étant donné que c'est un axe majeur développé par les projets de recherche déposés dans la cohorte. Donc, il y a des fiches, par exemple, pour les maladies professionnelles, pour les indemnités journalières, pour les pensions d'invalidité. Et pour finir sur un sujet d'actualité, il y a la fiche COVID qui est en cours de finalisation. Donc là, finalement, pour passer à la dernière partie du SNDS d'utilisation simplifiée, donc ça découle des données intégrées, mais également de toute la partie documentaire, donc de toutes les informations qui ont été accumulées au fur et à mesure des années.
Donc, l'objectif, c'est une fois de plus d'avoir un SNDS au format adapté aux études d'épidémiologie, de pharmacoépide ou de pharmacoéconomie. Simplifier ne rime pas avec agréger, c'est des données individuelles. Et l'idée, ce n'est pas non plus d'avoir une information appauvrie, c'est-à-dire c'est d'avoir l'information la plus exhaustive possible pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions qu'on pourrait se poser sur le SNDS. Même si via ce SNDS simplifié qui est mis à la disposition des chercheurs déposant un projet de recherche dans Constance, donc la manipulation est plus facile. Néanmoins, quelques prérequis comme la connaissance générale du SNDS et de ses limites sont fortement conseillés pour un usage optimal. Pour faire juste un seul exemple, par exemple, quand on prend les hospitalisations en court séjour, donc le PMSI-MCO, généralement, pour n'importe quel type d'étude, il faut au moins faire des jointures entre 4 tables pour avoir notamment les diagnostics principaux reliés associés, les différentes dates, les diagnostics. Et il faut également prendre en compte un certain nombre de paramètres, par exemple enlever les codes de retour erreur comme pour le sexe, enlever également par exemple les séjours facturés en double pour Paris, Marseille et Lyon. Donc nous, on a fait au préalable tout ce travail et on a compilé les résultats dans une base de données qu'on estime être plus accessible pour nos études. Donc tout à fait à gauche, il y a la colonne donc individu, une fois de plus, le SNDS simplifié et individualisé. Nous avons calculé, on a une table par thème par année. Donc on a calculé par exemple pour le PMSI court séjour, le nombre total de séjours dans l'année pour chaque individu, étant donné qu'on s'est aperçu que c'est une information souvent utilisée par les chercheurs. Donc, on a l'identifiant du séjour, on a les modes d'entrée et de sortie et le libellé qu'on a récupéré en faisant également la jointure avec les tables de valeurs. On a les dates de début et de fin, le nombre de jours dans le séjour, la notion de séance ou pas. Quel type de diagnostic? Est-ce que c'est un diagnostic principal relié associé? Est-ce que c'est un diagnostic de résumé de sortie de séjour ou de résumé d'unité médicale? Et enfin, le code SIM10. Il y a un certain nombre de colonnes en plus que je n'ai pas présentées, comme par exemple toutes les colonnes relatives aux dépenses de soins et aussi à l'identifiant du séjour, qui va permettre, par exemple, dans notre cas, de faire la jointure de chaque séjour avec, par exemple, la table thématique CCAM. En termes d'amplitude, le projet SNDS simplifié est plutôt bien avancé. Actuellement, les tables simplifiées nous permettent de répondre à, on va dire, à la quasi-totalité, si ce n'est à la totalité de nos projets sur le SNDS. Actuellement, il nous reste les bases moyens séjours SSR et PMSI Psy et transport à contrôler, et encore la base des actes paramédicaux, mais pour le reste, nous disposons de la quasi-totalité des bases, notamment la consultation, la biologie, la LD et les médicaments. Et là, je n'ai pas le temps de tout présenter en détail, mais nous ajoutons également un certain nombre de variables calculées ou de sources supplémentaires qui nous paraissent utiles. Par exemple, pour la table des médicaments, on a pour chaque code ATC, on récupère la voie d'administration, mais on calcule également, par exemple, la dose totale qu'on retrouve en sommant le nombre de boîtes et le nombre d'unités de chaque contenant. Et on merge également avec la table des doses journalières moyennes de l'OMS. Et ça nous permet d'avoir, par exemple, pour chaque délivrance de soins, le nombre de DDD équivalent lorsque c'est disponible. Juste pour finir avec un petit focus sur les tables simplifiées sur les dépenses de soins. Donc, on top les dépenses de soins dans le CNIRAM pour tout ce qui est soins de ville et établissements privés, dans le PMSI pour les établissements publics. Donc actuellement, on a les coûts spécifiques de l'ensemble des tables thématiques présentées dans la diapo précédente. On a également mis en place 2 grandes tables, une table des dépenses globales en soins de ville et établissements privés et une table des dépenses globales en hospitalisation publique. Pour étayer avec un exemple par rapport à l'opportunité d'avoir d'autres variables non présentes dans le SNDS. Par exemple, si on s'intéresse aux dépenses moyennes en pharmacie en 2017, on
Là, ce qu'on voit dans ce tableau, c'est qu'on a à peu près 90% de nos participants qui ont au moins un passage en pharmacie. Comme on s'y attend, la dépense moyenne de soins augmente avec l'âge. Et on voit bien qu'à tout âge, cette dernière est plus importante chez les personnes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé. Idem, elle est plus importante chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs, et ce, à tout âge. Donc, un exemple d'utilisation possible de cette table simplifiée. Donc, en plus de rendre plus aisé le calcul de différentes variables, on a également pu mettre en place plus facilement des routines semi-automatisées pour des algorithmes d'identification de pathologies. Juste pour le rappel de contexte, on souhaite enrichir la base de données par les algorithmes, étant donné qu'on retrouve dans la littérature déjà plusieurs algorithmes documentés, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de pathologies, enfin, il y a un certain nombre de pathologies qui entraînent des consommations de soins spécifiques. Souvent, les algorithmes utilisent les médicaments, les ALD, le PMSI. Donc, j'en profite pour citer le groupe RedSiam qui regroupe environ 200 ou 250 utilisateurs du SNDS répartis sur plusieurs groupes de travail, dont le rôle est notamment de recenser, de faire une analyse critique des algorithmes. Également pour citer la CNAM qui fait partie des institutions qui soutiennent RedSiam, mais qui a également mis en place une cartographie des pathologies et des dépenses dont on s'est beaucoup inspiré pour nos programmes dans Constance. Donc, pour un exemple, là, on a des macros type automatisés, par exemple, une macro pour le PMSI court séjour. Donc, une fois qu'on a cette macro, il faut juste mettre où sont les données d'origine et où est-ce qu'on souhaite mettre à disposition l'algorithme calculé, les années de soins souhaitées et aussi les types de diagnostics SIM10, par exemple. Là, c'est la liste pour les AVC. Donc, on a ces procédures automatisées, par exemple, pour les ALD, mais on les a également pour les médicaments, les actes de biologie et les actes de CCAM, ce qui nous a permis actuellement d'implémenter déjà plus de 30 algorithmes d'intérêt qui regroupent différentes thématiques comme la cardio, la cancéro. Et il faut noter que pour certains algorithmes, notamment la HTA, le diabète et le cholestérol, on a également enrichi avec les autres données collectées dans la cohorte. Un apport possible de constance par rapport aux algorithmes réside dans la possibilité de valider certains algorithmes. En effet, la plupart des algorithmes disponibles dans la littérature n'ont pas été validés. Donc, la validation au niveau de constance, on peut plus ou moins actuellement la répartir en deux parties. Ce qui est fait dans la plateforme de validation que je vous présenterai dans cette diapo, et ce qui peut être notamment fait sans passer par la plateforme de validation, mais juste en prenant comme gold standard les autres données recueillies dans la cohorte. Et notamment, la diapo suivante, il y aura l'exemple du partenariat avec Santé publique France dans le cadre de la validation du diabète. Donc, pour la plateforme de validation, c'est une plateforme de validation de diagnostic où il y a vraiment une adjudication. Donc, on revient jusqu'au dossier médical des personnes, donc par un comité externe indépendant. Donc, actuellement, ce qui est validé dans Constance ou enquêté, il y a les AVC, les infarctus du myocarde, les autres cardiopathies et les cancers, donc tous les types de cancers où il y a un nombre de sujets suffisant. Et là, il y a une réflexion autour de la possibilité d'étendre cette structure pour des partenariats de recherche qui souhaitent valider d'autres algorithmes d'intérêt pour leur projet. Donc, un deuxième exemple de validation est le partenariat avec Santé publique France. Donc, dans le cadre de la thèse de Sonsoles Fuentes, il y a eu la validation d'algorithmes de détection de diabète pharmacologiquement traité. Donc, pour cette validation, on a pris comme gold standard les résultats des examens biologiques et des autres données recueillies via les questionnaires Constance. Et ça a donné lieu au premier algorithme de repérage de diabète validé. Donc, si vous voulez en savoir plus, il y a la référence de l'article.
Et Sonsoles a également mis en point un algorithme de typage par des méthodes d'intelligence artificielle, toujours en utilisant le gold standard Constance pour typer le diabète de type 1 et de type 2. Et là aussi, il y a un article qui est en cours de publication. La dernière diapo récapitulative, donc, pour décrire un peu comment s'organise le travail autour des données SNDS dans Constance. Donc, on reçoit l'extraction via la CNAM qui va la mettre à disposition du CASD. Donc, le CASD va mettre à disposition de l'équipe Constance via une bulle, ici encadrée en bleu. Donc, c'est la bulle recette. Donc, dans cette bulle, il y a l'application de recettage et les premiers tests post-intégration, la mise en place du modèle relationnel et aussi donc, la transformation en date de soins. On a 4 autres bulles dédiées aux différents projets de notre équipe, donc ils sont ici entourés en vert. Il faut notamment faire un focus sur la bulle data management où on réalise l'ensemble des extractions pour les différents projets de recherche et une bulle dédiée au développement de méthodes et de projets innovants qui, dont l'un des projets sera détaillé dans la prochaine présentation. Et donc, à partir de cette bulle, on met toujours à disposition via le CASD, donc c'est le CASD qui met à disposition des chercheurs leurs données dans une bulle dédiée à leur projet de recherche qu'ils auront contractualisé. Et pour rappel, donc la dimension des bulles CASD va se faire en fonction des performances souhaitées. Par exemple, si une équipe souhaite faire tourner des modèles d'intelligence artificielle, il est conseillé de demander un serveur programmé pour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sofiane. Si les participants ont des questions, c'est le moment. Vous pouvez directement prendre la parole, je pense. Bonjour, j'avais une question. Ah ok, vous pouvez prendre la parole. Très bien, allez-y. Oui, merci beaucoup. C'était juste en fait le tiers de confiance qui fait l'appariement autour du NIR. En fait, vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus? Oui, d'ailleurs, j'en profite pour passer la parole à ma collègue Julie Gourmelin qui s'occupe justement du recettage. Donc, Julie, je ne sais pas si tu souhaites répondre à la question. Oui, alors en fait, le NIR, nous, on ne l'a pas. C'est la CNAF qui a la correspondance entre la Constance et le NIR et après qui le fournit via un lien sécurisé à la CNAM. Donc, nous, on n'a que le Constance chez nous. Et notre tiers de confiance a les adresses. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a 2 tiers de confiance, en fait. Il y a un tiers de confiance adresse et il y a un tiers de confiance NIR. En fait, quand on fait de tirage au sort dans les bases de l'assurance vieillesse, on fait des tirages, la CNAF tire pour nous des NIR et attribue à chaque NIR un numéro Constance. Et donc, nous, on a accès aux données que via ce numéro Constance. Eux, ils gardent le NIR et donc, une fois que les volontaires, etc., on sait qu'ils sont volontaires, ils transmettent le NIR régulièrement à la CNAM pour les appariements. Merci beaucoup. Donc, ça sera une présentation plus succincte. Donc, c'est juste la présentation d'un outil R de trajectoire de soins multivariés, donc, et un exemple applicatif pour les données d'hypertension artérielle. Donc, ce projet a pu être mis en place grâce à un partenariat avec l'école polytechnique Télécom Sud Paris. Donc, on a choisi comme exemple applicatif l'hypertension du fait qu'il y a environ un adulte sur 3 qui est atteint d'hypertension et que c'est un facteur de risque majeur de mortalité évitable. Et au niveau de la cohorte, on a environ, donc, comme attendu, 30% de nos participants qui sont hypertendus. La moitié sont traités. Et en utilisant le SNDS d'utilisation simplifiée, on peut facilement avoir les Defined Daily Dose ou les doses définies journalières pour les antihypertenseurs. Donc, si on prend l'exemple des 5 classes thérapeutiques d'hypertenseurs, un individu peut être traité de manière continue pendant un laps de temps plutôt important avec une seule classe thérapeutique, mais souvent, un individu va passer d'une classe thérapeutique à l'autre, peut avoir une dose peut augmenter ou diminuer de dose ou passer d'une mono vers une bi ou une trithérapie. Donc, pour avoir vraiment une overview correcte
des antihypertenseurs, il faut pouvoir, si possible, schématiser l'ensemble des trajectoires envisageables. Donc actuellement, ce qui nous a motivé à développer cette application en interne, c'est le fait qu'on ne trouve pas d'outils déjà disponibles qui permettent de caractériser plusieurs trajectoires par individu, et ce sur un très grand nombre d'individus. Par exemple, pour l'hypertension, on a plusieurs milliers d'individus dans la cohorte. Donc là, on a développé un outil qui utilise des modèles de mélange fini, optimisé par un algorithme d'espérance maximisation, comme c'est un peu classique pour ces modèles. Donc, on peut les utiliser soit sur données brutes ou lissées. Donc, pour rappel, nous, on est vraiment sur des données réelles. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut avoir sur des délivrances de soins pour un individu. Donc, il y a quand même un intérêt à définir à lisser des trajectoires avant de les mettre dans le modèle. Donc là, ce qu'on obtient, donc l'exemple pour les antihypertenseurs, grâce à cette application, on a pu, sur les 5 classes thérapeutiques, donc qui sont là en horizontal, des bêta-bloquants jusqu'au sartan, donc on a pu la caractériser 12 types de clusters. Donc là, je vous présente 11. Le 12e, c'est un cluster qui représentait uniquement 30 personnes sur les 8000 sur lesquels on a lancé le test. Donc, c'est des outliers qu'on n'a pas jugé utile de garder. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce premier groupe, par exemple, qui regroupe environ 15% de l'effectif, qui sont les hypertendus qui vont rapidement arrêter leur traitement. Donc là, on a schématisé des délivrances en nombre de trimestres pour les 3 premières années, donc les 12 premiers trimestres. On a 5 groupes, donc du groupe 2 jusqu'à 6, où c'est des monothérapies. Donc là, on voit que le groupe 2, par exemple, c'est des personnes qui sont sous bêta-bloquants durant les 3 premières années de traitement. On a les groupes 7, 8 et 9 de bithérapie. Par exemple, le groupe 7, c'est un groupe qui est à la fois sous bêta-bloquant et diurétique. On a le groupe 10, c'est un groupe qui switch en passant de la classe des inhibiteurs d'enzymes de conversion à la classe des ARA2 ou des sartans. Et enfin, un dernier groupe, c'est un groupe qui a à peu près eu 4 classes thérapeutiques différentes parmi les 5 sur les 3 premières années. Donc, avec cet outil, on peut automatiquement avoir les proportions d'individus dans chaque cluster. Donc, on voit par exemple le cluster 6, c'est les inhibiteurs, c'est les sartans en monothérapie. On a à peu près 1/5 des gens. Et donc là, en faisant tourner un premier modèle, on peut avoir une définition, une overview globale. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que là, on a le trait, donc c'est la moyenne, et on a quand même une variance autour. Donc, si on reprend uniquement ce groupe et qu'on refait passer la même trajectorisation, on peut sortir, par exemple, pour les personnes qui prennent uniquement des sartans, on peut sortir des profils différents. Donc, on voit environ la moitié des gens prenaient un comprimé en moyenne par jour durant tout le suivi. On a à peu près 25% des gens qui prenaient un comprimé par jour en moyenne durant tout le suivi, mais on arrive à voir d'autres profils intéressants. Par exemple, le profil 7, c'est des gens qui commencent à peu près à un comprimé et demi et qui progressivement stoppent le traitement vers la fin du suivi. Donc, juste un exemple par rapport à l'application. Donc, c'est une application Shiny. On voit, on a une part qui est consacrée au dataset, une part à la visualisation, une part au clustering et enfin la possibilité de sauvegarder. Donc là, dans cette application, on commence par télécharger le jeu de données en question. Le seul prérequis, c'est que la première colonne du jeu de données soit relative à l'individu et la deuxième colonne, ce soit la temporalité. On peut également mettre 2 autres jeux de données par rapport à des covariables d'ajustement ou des poids, si nécessaire. Donc, une fois que les données sont chargées, il y a un petit outil qui permet de très vite visualiser. Par exemple, là, l'exemple que je vous montre, c'est sur des données autres que l'hypertension. C'est des données quelconques qu'on voit bien pour un individu
les différentes trajectoires des 4 données simulées. Et on peut également très vite avoir, par exemple, un petit descriptif des différentes covariables, notamment avoir des matrices de corrélation et des paramètres de dispersion. Donc, avant de lancer le clustering, il faut juste, grâce à l'application, paramétrer, par exemple, le nombre de groupes souhaités, paramétrer la variance, le nombre d'itérations. Et à partir de là, l'application converge plutôt rapidement. Par exemple, pour les 8000 personnes, pour l'hypertension, l'application converge en moins de 3 minutes. Et on a automatiquement donc, les résultats, on a les différents clusters. On peut avoir les proportions de personnes dans chaque groupe. Et on a aussi les paramètres liés au modèle, comme par exemple là, la log vraisemblance de chaque itération. On peut voir aussi la probabilité que les personnes soient classées dans un groupe ou dans l'autre. Et enfin, il y a une petite interface qui permet de sauvegarder les résultats, que ce soit en termes de graphique, mais aussi en termes de paramètres du modèle. Donc, pour la suite, donc cette application, on peut l'utiliser sur plusieurs jeux de données massives continues. On est en train de discuter d'un nouveau partenariat avec Polytechnique pour finaliser certaines options, mais aussi pour effectuer un clustering de trajectoire en prenant à la fois des données continues et discrètes.